Donc, le docteur Estelle Moreau, CHU de Nîmes, qui est présidente du CARO et qui est membre du comité analyse et maîtrise du risque, qui va nous présenter donc, le stress et communication en situation de crise. Tout à fait. Merci Alexandre. Donc vous avez vu, on a choisi de mettre 4 présentations, donc c'est un petit peu rythmé, il y a un tempo un petit peu serré. Donc je me route mon chrono parce que j'ai beaucoup de diapositives, mais j'ai la chance finalement de reformuler des choses qui ont déjà été dites, donc je n'ai pas de lien d'intérêt. Et peut-être pour commencer, un exemple pour comprendre comment stress et performance et communication sont intriqués. Un article qui a été publié par Julien Picard. Julien Picard fait partie, est le secrétaire du comité d'analyse et maîtrise du risque, donc on est très fiers. Et il a soumis en simulation des anesthésistes et des internes à 2 types de comportements pendant une prise en charge assez classique. Donc il y avait dans le groupe contrôle un anesthésiste, alors c'est bizarre que ce soit le groupe contrôle, un anesthésiste mal habillé avec des taches de café qui parlait de façon négative. C'était un cas de pédiatrie, c'est un enfant difficile, c'est compliqué, avec des commentaires désagréables sur la personne qui venait prendre sa relève. Et de l'autre côté, donc le groupe intervention, c'est-à-dire le changement de pratique, un anesthésiste qui est propre, bien habillé, qui parle d'une voix lente et posée, qui ne prend pas de tournure négative, qui donne toute sa confiance à sa relève, qui ne répond pas au téléphone quand il sonne pendant sa relève. Et ensuite, ils ont étudié les prises en charge de cet enfant, donc de cet enfant en simulation, et on voit effectivement qu'entre les 2 groupes, il y a une différence significative en termes de prise en charge, de technique et de vécu de stress pendant cette prise en charge. Donc très clairement, on voit que la façon dont on communique, la façon dont on interagit participe à notre stress et participe à la performance qu'on peut avoir dans nos prises en charge. La même chose sur un scénario d'hémorragie aiguë, cette fois, ce n'est pas l'anesthésiste qui est désagréable, c'est le chirurgien qui est désagréable. Et effectivement, quand il s'agit de prendre en charge une hémorragie pendant une césarienne, vous voyez que la pose de la 2e voie, la mise en place de sang est retardée dans le groupe où le chirurgien est désagréable avec les anesthésistes. Qui plus est, effectivement, que ce soit dans la performance médicale ou dans la performance non médicale et dans le ressenti du stress, une différence significative. Donc il n'y a pas de doute, stress et efficacité sont liés et le stress inhibe les capacités de communication. Effectivement, alors il y a des gens qui l'expliquent, moi je ne vous l'ai fait que vous le vulgariser, mais face au stress, notre cerveau va répondre sur un mode qu'on appelle amygdalien. Donc comme face au danger, on va avoir une réponse qui est automatique, qui va être binaire, qui va avoir une réflexion limitée, on va moins réfléchir et du coup on est beaucoup plus à risque de biais que vous connaissez tous maintenant, de phénomènes de tunnelisation, de cécité attentionnelle. On a aussi ce risque de distorsion du temps quand on ne se rend pas compte du temps qui passe, voire même d'exclusion auditive. Pour préparer ce topo, j'ai lu le rapport sur le crash du vol Rio-Paris et ils expliquent que pendant 59 secondes, l'alarme de décrochage a sonné. Mais ils étaient tunnelisés, focalisés sur une autre prise en charge. Ils ne comprenaient pas pourquoi le pilote automatique s'était décroché et ils n'ont jamais entendu l'alarme de décrochage. 59 secondes, ça paraît incroyable. Mais c'est la même chose, ça peut être la même chose pour nous. Un exemple dramatique également qui est issu du rapport sur la mortalité maternelle pour comprendre à quel point cette communication peut être primordiale effectivement dans nos prises en charge, même si on en est tous persuadés. C'est une femme de 30 ans qui a un travail spontané, elle est à dilatation complète, ils essayent de faire naître ses enfants, bon, ça finit par une ventouse, elle fait un malaise, elle s'agite, il y a une hypotension et une hémorragie concomitante, le diagnostic on l'évoque tous. D'un côté, du côté anesthésiste, ils intubent, il y a des troubles de la conscience, on met des amines précises et on polytransfuse. Et de l'autre côté du champ, on fait une révision utérine, on fait une suture en 3 plans de l'épisiotomie, on passe 1 heure à faire ces petites choses-là jusqu'à l'arrêt cardiaque. Il y a clairement de chaque côté du champ pas du tout la même conscience de la situation et on peut se demander comment s'est passée la communication. Donc effectivement, la communication l'amélioration de la communication va améliorer nos prises en charge. On en est tous persuadés. Agnès l'a dit, je passe là-dessus. Il y a beaucoup d'obstacles à la bonne communication et les outils qui sont l'objet de mon topo ne suffisent pas à gérer, la bonne communication. Il y a le fait d'avoir des différents styles de communication. On n'est pas toujours sur la même façon d'échanger avec nos collègues. Il y a quelquefois le lien hiérarchique. Il peut y avoir l'attitude défensive de la personne qui a du mal à communiquer. Ça peut être un climat de conflit, ça peut être de la fatigue, ça peut être de la charge de travail. Néanmoins, ce qu'il ressort, et j'argumenterai après avec les recommandations sur les facteurs humains qui sont parus, vous savez, qui ont été publiés et qui ont été présentés hier et qui corroborent ce qu'on vous présente aujourd'hui, il y a intérêt à utiliser ce qu'on appelle des messages standardisés. Pourquoi ? Parce que quand on pense, grosso modo, il passe 2000 à 3000 mots par minute dans votre cerveau. Quand vous parlez, il passe 160 mots.
Donc il va falloir qu'à un moment ou à un autre, on simplifie, qu'on synthétise. Et cette capacité de simplifier, de synthétiser, c'est très différent d'un individu à l'autre. Donc si on standardise la façon dont on synthétise, il est sûr qu'on va mieux se comprendre. Donc la première communication standardisée, on en a déjà parlé, bien sûr, c'est la checklist. La checklist développée par Atul Gawande, qui est un chirurgien, qui a quand même atteint un niveau 4 sur 4 de l'échelle de Kirkpatrick, ce qui veut dire qu'ils ont prouvé que grâce à ça, les gens mouraient moins. Donc il y a quand même peu de choses dans notre pratique quotidienne pour lesquelles on a ce niveau de preuve-là. La même chose sur une toute petite étude, mais cette fois-ci rapportée à l'obstétrique, où en faisant une checklist adaptée à la césarienne, effectivement, il y avait moins d'oubli lors de complications pendant la césarienne. Alors si on s'arrête 2 secondes pour justement voir comment on peut standardiser nos communications et à quel moment de la prise en charge on peut standardiser nos communications, on voit qu'effectivement il y a des communications orales déjà, il y a des communications écrites et on voit qu'il y a des temps un peu clés. Il y a le temps de l'alerte qui va être clé, il y a le temps du briefing dont a parlé Agnès, il y a le temps de l'utilisation de supports qui vont nous permettre de communiquer à partir d'un même support et donc d'aligner nos modèles mentaux, d'aligner notre conscience de la situation. Donc, on va parler des aides cognitives. Et puis ensuite, il y a des choses qui reviennent de façon plus régulière. Donc ça va être ce qu'on appelle les temps morts, les récaps, les huddles pour les Américains. Et puis, il y a également les relèves et les débriefings que je ne vais pas aborder parce qu'on n'aura pas le temps. Donc effectivement, l'outil d'alerte, qui peut être soit un outil d'alerte quand l'infirmière, la sage-femme passe l'alerte, ou alors quand quelqu'un arrive dans la salle et qu'on veut lui faire un check rapide de ce qui se passe. Il y a des outils qui ont été développés pour ça, et il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. Il y a grosso modo, ce qu'on va relever, c'est à peu près la même chose, mais ça va permettre rapidement d'avoir la situation de la patiente pour laquelle on appelle, les antécédents les plus importants, l'évaluation actuelle et la demande. Et effectivement, l'utilisation de cet outil de standardisation de l'appel a montré de façon significative la qualité de l'appel d'urgence, mais également une meilleure rapidité de prise en charge des patientes, avec effectivement une amélioration sur le devenir de ces patientes, que ce soit sur le transfert en réanimation ou même le décès. Le deuxième temps de communication, donc là on a vu c'est l'alerte, ensuite c'est le début de la crise, donc c'est le briefing, et effectivement le briefing ça va être le moment de s'assurer que tout le monde a la même conscience de la situation. On l'a vu tout à l'heure sur cet exemple de mortalité, c'est clair qu'ils ne sont pas partis du tout avec la même conscience de la situation et qu'à aucun moment ça s'est rattrapé. Donc ça se fait assez vite, c'est du type qui fait quoi, où et comment, et puis qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas, quoi. On va faire ça, et qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas. Un briefing c'est à peu près ça. Donc, je ne vous mets pas la littérature qui s'y rapporte parce que Agnès l'a déjà montré et on sait que ça marche et puis on va l'appuyer avec les recommandations. Et on passe maintenant aux aides cognitives. Les aides cognitives, c'est vraiment conçu pour améliorer les performances de l'équipe. C'est tout à fait recommandé. Tout à l'heure, vous avez vu les documents de l'HAS sur le process PACT. Effectivement, on sait que sous l'effet de la pression, notre mémoire, elle va être incomplète et que nos raisonnements ils vont être modifiés. Donc, on attend de ces aides cognitives qu'on partage la conscience de la situation. On est face à une embolie amniotique. On n'est pas sur une épisiotomie qui saigne. Qu'on guide notre raisonnement, parce qu'effectivement, on peut oublier des lignes. On en a tous oublié dans l'urgence. Qu'on liste l'enchaînement des actions et en particulier le timing. Qu'on rythme les prises en charge conjointes, en particulier sur les aides cognitives d'obstétrique. Vous voyez bien qu'il y a un côté obstétricien, puis un côté anesthésiste. Et qu'on essaye d'éviter des étapes de prise en charge. Et de fait, ça va diminuer notre stress individuel. Donc si, par exemple, ça arrive rarement, mais si vous êtes devant un arrêt cardio-respiratoire dans votre maternité ou n'importe où au bloc opératoire et que vous dites « mince, quelles étiologies je dois évoquer ?» Ah oui, je me souviens, c'était 6H4T. Et bien là, sur le coup, je ne sais pas si vous arrivez à les sortir, les 6H4T, mais moi, ça ne m'aide pas. Donc c'est vrai que dans l'aide cognitive, vous allez par exemple retrouver les causes les plus fréquentes de l'arrêt cardiaque maternel à évoquer devant cette situation. Et ces aides cognitives, effectivement, elles ont également fait la preuve en simulation de leur efficacité. Ici, on est sur une grosse étude avec 17 équipes qui passent en simulation, 106 scénarios, 47 points de vérification par 2 experts. Et ils vont les faire travailler sur des simulations avec et sans aide cognitive, qu'ils appellent eux checklist.
Et effectivement, on voit que dans les scénarios, il y a 75% d'oubli en moins quand on utilise une aide cognitive et que clairement, les personnes qui passent en simulation adhèrent à cette aide cognitive puisque 97% d'entre elles souhaiteraient les utiliser puisque c'était une phase de mise en place en situation réelle. Donc c'est dans cet esprit qu'ont été conçues les aides cognitives du CAMR et pour lesquelles on a participé au titre du carreau pour la partie en tout cas obstétricale. Vous les retrouvez dans l'onglet CAMR sur le site même de l'ASFAR. Vous pouvez les télécharger, les compléter, en particulier sur les numéros d'appel. Elles ont à peu près toutes le même format. Elles tiennent facilement dans un classeur ou elles s'accrochent au chariot d'urgence. Je vous le conseille. Et vous traitez à peu près les grandes urgences de l'anesthésie-réanimation obstétricale. Et ces aides cognitives, on peut les utiliser finalement de plusieurs façons. Certains les utilisent en les lisant et en les exécutant, c'est ce qui est le plus classique. Et d'autres sont dans l'action et peut-être pas trop perturbés par la situation, vont exécuter mais confirmer en cochant que les choses ont été faites. Moi, je m'en sers beaucoup en pré-crise, genre « et si ?» Tiens, et si on avait une hémorragie, parce que quand même on a des facteurs de risque, tiens, et si elle faisait une embolie amniotique, qu'est-ce qu'on ferait? Et donc du coup, ça permet à la fois de support d'enseignement et puis même de planification, parce qu'on va rapprocher potentiellement du matériel. Et d'autres s'en servent également pour le débriefing post-crise, en disant, tiens, on a bien fait ça, on a bien fait ça, on a bien fait ça. Donc elles sont utiles à tous les temps finalement de la prise en charge. Donc, un petit mot également, après ces aides cognitives, sur ce qu'on appelle les temps morts, les récaps, les huddles. Donc, un mot anglais, temps mort, je ne sais pas si c'est ce qui est le mieux pour le traduire. En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très sur le devant de la scène en ce moment. On n'a pas énormément de publications sur le sujet. Il y a une étude française qui a été faite dans le service des urgences où effectivement, dans leur journée de prise en charge de patients, à 3 reprises, ils faisaient des points rapides où ils échangeaient sur les patients, où on en est, qu'est-ce qu'il nous reste à faire et comment vont-ils. Et pendant ce temps-là, ils ont relevé leurs événements indésirables graves et ils ont trouvé une diminution drastique de leurs événements indésirables graves avec ce type de fonctionnement. Les Anglais n'ont pas attendu qu'il y ait des publications sur le sujet. Depuis 2008, c'est effectivement recommandé dans leur prise en charge. Ça s'appelle les 10 seconds to save 10 minutes. Donc l'idée, c'est de réévaluer rapidement. On en est là, voilà ce qu'on a fait. C'est peut-être le moment également de voir si on n'est pas parti dans un mauvais diagnostic. C'est le moment également de vérifier la charge de travail de chacun et potentiellement de prendre un avis collégial. Donc exactement ce qui avait manqué dans le premier cas dont on a parlé. Donc, ce dont on vient de parler, ce dont a parlé Agnès, c'est exactement le sujet des recommandations pour la pratique professionnelle portant sur les facteurs humains en situation critique. On l'a simplement décliné sur la version maternité et anesthésie obstétricale. C'est en ligne depuis hier sur le site de l'ASFAR et je pense que vous allez beaucoup en entendre parler dans les semaines qui viennent. Donc, effectivement, ces recommandations proposent d'utiliser une communication sécurisée et standardisée. Il suggère de réaliser un briefing avant la prise en charge en situation critique, d'utiliser des aides cognitives. Ouais, c'est ça. Et il y a encore d'autres recommandations à peu près sur le même thème. Alors bien sûr qu'il est intéressant d'utiliser une communication standardisée, sécurisée, d'imposer des temps réguliers d'échange, mais enfin il faut quand même que ça reste fluide. On ne peut pas se parler que de façon robotisée ou avec des acronymes. Donc c'est vrai que ce qui est des fois un petit peu débattu, c'est la boucle de communication fermée. Si au sein d'une prise en charge, on est quand même très nombreux dans la pièce, on est tous sur de la boucle de communication fermée. Peux-tu préparer et injecter? Oui, je prépare et j'injecte. Très bien, merci, j'ai compris. On a un petit peu de mal, effectivement, à s'entendre si tout le monde utilise ce mode de communication. Donc, il est probable que la boucle de communication fermée doit être conservée pour les injections médicamenteuses, qui sont vraiment des situations critiques en termes de compréhension. Parce que si on dit fait de l'adrénaline, ça peut être prépare de l'adrénaline ou injecte de l'adrénaline. Donc là, il faut vraiment que la boucle soit fermée. Chacun des gestes n'est pas obligatoirement asservi à une boucle de communication fermée. Et de même, choisir le bon ton et le bon verbe. Dans l'aéronautique, il est recommandé de parler de façon complètement neutre. Au bloc, c'est un petit peu différent, parce que finalement, la façon dont vous allez vous exprimer, ça peut diminuer le stress ambiant, ça peut attirer l'attention si c'est nécessaire. En tant que leader, on a quand même besoin de changer de ton de voix pour arriver à gérer notre équipe. Et surtout choisir ses verbes, on vient d'en parler, éviter le faire, parce que pour l'infirmière, faire, c'est préparer ou c'est injecter. Aller,
c'est intubé ou incisé. Je l'ai eu de façon personnelle. J'ai dit vas-y. Le chirurgien a incisé, l'interne a intubé. J'ai dit vas-y. Voilà, ça nous arrive tous. Et on m'a demandé également d'aborder la problématique du stress. Et c'est vrai que la prise en considération du stress, c'est quelque chose qui finalement est assez récent. Avant, c'était presque un état normal. Et donc, j'ai lu ce livre très, très intéressant qui s'appelle « Stress aigu en situation de crise », pas du tout dans le monde médical, mais alors on peut complètement faire des parallélismes. Effectivement, on voit à l'échelle individuelle et collective ce que va déclencher le stress. On connaît déjà les effets de tunnelisation, ce qui s'appelle les biais et les heuristiques. Les heuristiques, c'est quand on fait des raccourcis. C'est-à-dire que notre cerveau, zoup, il oublie une partie des informations et il va directement faire une action juste parce qu'il n'a pas réussi à tout prendre en considération. Il y a la problématique de la sidération, la problématique de l'agitation stérile. Et à l'échelle collective, ce que j'ai trouvé effectivement intéressant, c'est qu'il y a également le stress aigu produit également des phénomènes de groupe qui peuvent être soit le côté bunkerisation, c'est-à-dire qu'on ne prend plus du tout en compte l'environnement, on reste partis tous dans le tunnel en même temps, ou alors des réactions épidermiques qui fait que ça on l'a tous connu, c'est l'hystérie dans cette salle de prise en charge, et ça c'est vraiment un phénomène de groupe. Les biais cognitifs, je vais passer parce que vous les connaissez tous. J'ai adoré lire quand il est sorti à l'époque « Vous allez commettre une terrible erreur » où effectivement, ça nous ouvre des horizons par rapport à tous les biais qu'on subit au quotidien. Mais par contre, maintenant qu'on sait qu'on est tous sujets aux biais, comment peut-on s'en sortir? Déjà, le fait, je pense, de savoir qu'on est sujet aux biais fait qu'on est mieux prévenu. Mais effectivement, comment sortir de la focalisation ou de la persévérance? Alors, pour quelqu'un qui se rend compte que potentiellement un de ses collègues est dans le tunnel, ce qu'il est recommandé, c'est d'essayer d'appeler par son prénom et d'aller au contact physique. Parce qu'effectivement, on est là, j'arrive toujours pas à mettre la voix, j'arrive pas à mettre la voix, mais ça fait une demi-heure qu'il n'arrive pas à mettre la voix et puis il faut quand même qu'on avance. Donc, ne pas hésiter effectivement à aller jusqu'au contact physique. Et il y a un super article qui est sorti dans Anesthesiology in Clinics, justement sur toutes ces thématiques-là, où il y a toutes sortes d'outils, parce que souvent, effectivement, on vous dit, attention, il y a des biais. Oui, d'accord, mais après, qu'est-ce que je fais? Et il y a une règle de 3 qui est toute bête aussi, que je trouve assez intéressante, qui dit, il faut d'emblée penser à 3 diagnostics, pas en rester à 1. C'est-à-dire que je pense à un diagnostic, il faut que j'en trouve 2 de plus, et que je les élimine. Donc, partir sur 3. Pas plus de 3 fois le même traitement sans reconsidérer. Si ça fait 3 fois que j'administre le même médicament et que ça ne marche pas, est-ce que je ne me suis pas trompée de diagnostic? C'est tout bête, mais ça à garder en tête aussi. Et les outils de lutte contre le stress aigu, alors dans ce livre, j'ai appris qu'on avait 2 leviers. C'est du bon sens. Hein. Le premier levier, c'est la connaissance de l'environnement. Et le deuxième levier, Agnès en a parlé, c'est la connaissance de soi. Et la connaissance de l'environnement, pour optimiser sa connaissance de l'environnement, ça va passer par 3 choses. Le fait de faire des apprentissages et de routiniser ses compétences, donc typiquement utiliser des aides cognitives, s'entraîner à faire les choses pour que ça devienne une routine. Ensuite, oser se mettre en situation, parce que plus on va faire de la simulation, par exemple, plus le stress d'être face à la situation va diminuer. Et anticiper pour ne pas subir. Et ça, en anesthésie, on sait ce que ça veut dire anticiper, effectivement pour ne pas subir. Pensez aux early warning systems. Pensez, quand on dit l'embolie amniotique, 50% des patientes avaient des signes avant-coureurs. Donc, être capable, effectivement, d'être un petit peu toujours en alerte et se dire, on sait, et au cas où, et si jamais. Et je pense que l'anticipation, c'est vraiment quelque chose qui peut déjà diminuer notre stress. Et à l'échelle individuelle, c'est des choses qui sont en cours de développement, en particulier chez les pilotes. On leur demande maintenant, avant de prendre une décision grave, de faire 3 respirations abdominales. Ce n'était pas dans les checklists juste là. C'est ce qui s'appelle les techniques d'optimisation du potentiel, donc tout ce qui va avoir trait à la respiration, à la relaxation, à l'imagerie mentale, au dialogue interne. T'es trop bonne, t'es trop bonne, t'es trop bonne. Non mais souvent on se dit je ne vais pas y arriver. Donc s'entraîner en simulation, que ce soit en simulation réelle ou même mentale, essayer de transformer ces prises en charge en routine et arriver à devenir endurant. Et effectivement, l'endurance, ça peut se travailler en faisant des simulations en environnement déroutant. On va tous en simulation, mais là, c'est la simulation piégée, quelque part. Parce qu'effectivement, vous avez l'habitude, vous avez acquis vos routines. Et bien là, on vous bouscule pour que vous, justement, vous mobilisiez encore d'autres niveaux de votre réflexion pour être capable de vous adapter en situation de stress. Donc voilà, donc ce bouquin est très intéressant. Je ne connais pas du tout cet auteur, je l'ai découvert complètement par hasard. Je ne fais pas du tout de pub, mais personnellement, ça m'a ouvert des horizons.
Donc pour conclure, je vous dirais que la communication, c'est un des éléments clés des compétences non techniques, qu'il y a des méthodes de communication spécifiques, et on vient d'en parler, que ça a fait sa preuve, mais que ça demande une vraie politique de changement, parce que si demain vous rentrez dans votre bloc et vous vous mettez à parler qu'avec nos acronymes, vous allez voir, on n'emballe pas les foules au début. Donc, ce qui est facile à mettre en place, bien sûr, c'est la checklist, vous l'avez déjà fait, le briefing, imposer le briefing. Attends, là, on se concerte, là. Allez, venez tous, on se concerte. Là, on prend 2 minutes, s'il te plaît, 2 minutes. Ça le fait. Le huddle, ça se fait aussi. Allez, on en est où? On se fait 5 minutes, on se fait une petite pause, on en est où? Et on recompte, moi j'ai fait ça, toi tu as fait ça. Ça, on arrive à le mettre, je pense, dans nos maternités. Après, il y a des choses qui sont plus difficiles. Les techniques de gestion du stress aigu, c'est en cours de diffusion, et ça, on a vraiment l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience sur ce sujet. Et bref, ces techniques font partie d'un ensemble de pratiques qui entrent dans la culture de la sécurité en maternité. Donc je vous remercie, je ne vous parle même pas du carreau parce que je sais que vous êtes déjà tous inscrits.